Très heureuse de vous retrouver ce dimanche. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre journal. À la une de cette édition, cette semaine, le gouvernement togolais était en retraite à Lumen Valley à Djamdé. Objectif pour 2040, doubler le niveau de vie et ramener la pauvreté sous 15%. Les détails à suivre. Ce dimanche, on rend hommage aux donneurs. Leur sang sauve en cas d'urgence ou de maladie. Au Togo, le CNTS gère tout, mais la priorité va à qui? Réponse dans ce journal. Finale de Génie Imhotep saison 2 ce week-end à Detikopé contre Aguanivé. Et c'est le lycée d'Aguanivé qui décroche le trophée, concluant une compétition riche en savoir et en émotions. Et puis nous serons à Tchamba pour la fête traditionnelle Ndobiti. La communauté Kasselim célèbre ses traditions, retrouvailles, projets, un seul mot d'ordre, l'union pour le développement. C'était là les titres. Merci de votre attention. Retraite gouvernementale cette semaine à Lumen Valley, Djamdé, dans la Kosa, autour d'une ambition claire, doubler le niveau de vie moyen des Togolais et ramener le taux de pauvreté sous 15% à l'horizon 2040. La retraite a combiné présentation technique, intervention gouvernementale et partage d'expériences de dirigeants de pays à transformation économique rapide. L'instant Mouzou pour les précisions. Ce séminaire, présidé par le président du Conseil, Faure Sozomna Zingbe, est consacré à l'affinement de la feuille de route gouvernementale 2026-2031. Celle-ci s'inscrit dans une vision de développement fondée sur un diagnostic réalisé avec l'appui de la Banque mondiale, l'évaluation des actions gouvernementales déjà engagées, ainsi que les expériences de hauts responsables de pays ayant connu une transformation économique rapide, notamment le Vietnam, le Cambodge, l'île Maurice, le Brésil et la Corée du Sud. L'événement vise à renforcer l'alignement interministériel, à éclairer les choix stratégiques et à identifier les mécanismes institutionnels et opérationnels susceptibles de garantir une mise en œuvre efficace, crédible et durable des réformes et programmes retenus afin d'atteindre les objectifs fixés par la feuille de route. Ouvrant les travaux, le président du Conseil a invité les membres du gouvernement à examiner avec lucidité la trajectoire du pays en évaluant les progrès accomplis, en identifiant les blocages persistants et en hiérarchisant les leviers d'une transformation économique durable. Ce séminaire intervient à un moment important. Nous sommes en train de réfléchir à notre vision de la trajectoire de développement de long terme de notre pays. Et nous sommes en même temps en train de préparer de manière très concrète la prochaine feuille de route 2026-2031 du gouvernement. Nous devons aujourd'hui partir d'un diagnostic partagé pour aller vers des choix stratégiques assumés. L'objectif de cette retraite n'est pas seulement d'examiner des analyses techniques, il est de préparer des décisions. Il nous faut mesurer ce qui a été accompli, identifier ce qui bloque encore, et enfin déterminer les priorités qui peuvent réellement transformer notre économie et améliorer la vie de nos concitoyens. Les pays qui ont réussi leur transformation n'ont pas tout fait en même temps. Ils ont choisi, ils ont concentré leurs ressources et ils ont maintenu leurs efforts dans la durée. C'est aussi l'esprit dans lequel nous devons planifier l'action du gouvernement. Elle ne doit pas être un catalogue, elle doit être un instrument de transformation. Le président du Conseil a souligné la nécessité de maintenir le niveau d'ambition de la future feuille de route, tout en tenant compte des réalités de sa mise en œuvre, notamment les hypothèses de croissance, les conditions de financement et les capacités d'exécution de l'État. Il a également insisté sur l'impératif d'adaptation à un contexte international de plus en plus exigeant. Nous devons aussi être ambitieux, mais crédibles. L'objectif évoqué de doubler le niveau de vie moyen à l'horizon 2040 et de réduire fortement la pauvreté fixe une ambition élevée. Cette ambition est stimulante.
Elle nous oblige à regarder loin. Elle nous oblige à poser de vraies questions. Quels sont les moteurs réels de la croissance? Comment créer plus d'emplois productifs? Comment attirer davantage d'investissements privés? Comment réduire les écarts entre les territoires? Mais une ambition élevée ne suffit pas. Elle doit être confrontée aux conditions réelles de mise en œuvre. Il nous faut examiner avec attention les hypothèses de croissance, les conditions de financement, les capacités d'exécution et les exemples internationaux qui nous seront présentés. Ces exemples seront utiles, mais ils devront être analysés avec discernement. Aucun pays ne ressemble parfaitement à un autre. Les conditions historiques, géographiques, démographiques, institutionnelles et financières du développement ne sont jamais identiques. Le troisième point, c'est que le contexte international nous oblige à plus de discipline. Le monde est plus instable. Les conditions de financement se durcissent. Les financements concessionnels seront probablement plus rares. Les tensions géopolitiques pèsent sur les prix, les échanges et les chaînes d'approvisionnement. Les marges budgétaires des États sont sous pression. Cela ne doit pas réduire notre ambition, mais cela doit nous obliger à mieux choisir, mieux financer, mieux séquencer et mieux exécuter. Faure Sozbuna Nyazingbe a enfin appelé à des échanges francs, constructifs et résolument orientés vers l'action. Il a insisté sur la nécessité de passer du diagnostic au choix stratégique, puis à une méthode rigoureuse traduite en programmes concrets assortis de financements clairement identifiés, de responsabilités bien définies et d'objectifs mesurables afin de produire des résultats tangibles au bénéfice des populations. Retraite terminée, le gouvernement togolais a revu sa feuille de route 2026-2031 sous la présidence du président du Conseil fort, Sozbuna Nyazingbe. Objectif, mieux vivre pour les Togolais. Nous restons toujours avec Nestor Mouzou. Pendant les 2 jours de travaux, l'attention du gouvernement, avec à sa tête le président du Conseil, Faure Sozbuna Nyazingbe, a été focalisée sur la feuille de route 2026-2031. Ces travaux ont été structurés autour de la présentation des principaux résultats du diagnostic du développement national, de l'identification des leviers d'accélération de la croissance, ainsi que l'examen des défis à court et moyen terme. Ils ont permis aux membres du gouvernement de partager les éléments clés des priorités sectorielles et la contribution attendue de leurs départements respectifs à la mise en œuvre des politiques publiques. Plusieurs interventions ont enrichi les échanges, notamment celles d'experts nationaux et internationaux, suivies d'un débat général au cours duquel ont été partagées des expériences issues de la mise en œuvre de plans nationaux de développement d'autres pays, permettant ainsi d'alimenter la réflexion sur les facteurs de succès et les conditions d'efficacité de ces politiques. Les programmes et projets contenus dans la feuille de route gouvernementale 2026-2031 devront avoir pour résultat de doubler le niveau de vie moyen des Togolais. Dans le même temps, ils envisagent de ramener le taux de pauvreté en dessous de 15%. Ce séminaire montre une ambition claire de l'exécutif, celle de renforcer la cohérence de l'action, d'améliorer la qualité de la dépense publique et de consolider une approche de développement fondée sur la rigueur, la priorisation et l'efficacité des choix. Et en marge de ce séminaire, le président du Conseil fort, Sozbuna Nyazingbe, a reçu en audience le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur. Le chef de la diplomatie mauritanienne était porteur d'un message du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Nous l'écoutons. Nous avons eu l'insigne honneur et l'immense privilège d'être reçu par son Excellence Faure Nyazingbe, le président du Conseil de la République du Togo, à qui nous avons remis un message de son frère, son Excellence Mohamed Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie. Et les deux chefs d'État se concertent régulièrement sur les grandes questions d'intérêt commun. Ces liens
aussi de fraternité et d'amitié qui lie les deux chefs d'État. Et le président m'a, en retour, le président du Conseil, Faure Gnassingbé, m'a chargé de transmettre ses salutations amicales et fraternelles au président de la République islamique de Mauritanie. Et je profite aussi de cette occasion pour le remercier de nous avoir accordé le temps suffisant malgré un agenda que je sais chargé. Autre actualité, le gouvernement togolais, avec l'appui de la GIZ, a lancé à Kara le projet Nyozu qui signifie développement en Kabylie. Et ce projet vise à renforcer les capacités des acteurs territoriaux pour valoriser durablement les potentialités sociales et économiques de leur territoire et améliorer les conditions de vie des populations. Nestor Mouzou. Au Togo, malgré les avancées enregistrées dans la mise en œuvre de la décentralisation, les collectivités territoriales continuent de faire face à des défis importants liés à l'exercice des compétences transférées, à la mobilisation des ressources locales, au financement du développement local, à la participation citoyenne et à l'accès aux services de base. Dans les régions des Savanes et de la Kara, ces défis sont renforcés par des vulnérabilités économiques, sociales, climatiques et sécuritaires. C'est pour y faire face que le projet Nyozu a été conçu. Il attend accompagner les collectivités territoriales de ces deux régions, les administrations régionales, la société civile et le secteur privé dans une dynamique de développement territorial intégré, inclusif et durable. Le projet est financé à hauteur de 4,854 milliards de francs CFA par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement à travers la GIZ. Le projet Nyozu entend apporter une contribution à travers un accompagnement aux régions et aux communes afin qu'elles puissent assurer un meilleur développement de leur territoire à partir de leur propre potentiel, qu'il soit humain, qu'il soit économique, qu'il soit social. La première des choses et la plus importante, c'est la délivrance de meilleurs services sociaux de base au profit des citoyens. Le projet s'inscrit dans la droite ligne des ambitions du gouvernement portées par sa feuille de route 2026-2031. Il témoigne aussi de la volonté du Togo de bâtir un développement durable, équitable et inclusif ancré dans les réalités locales. Le lancement de ce projet ne marque pas simplement le démarrage d'un nouveau projet de coopération germano-togolaise, mais il s'inscrit dans une dynamique continue d'une triple fonction. Primo, il contribue à la consolidation du processus de décentralisation au Togo. Secondo, il réitère l'affirmation de territoires plus résilients, plus attractifs et plus créateurs de valeur. Tertio, il ouvre une phase nouvelle, celle où les acquis institutionnels doivent désormais produire des résultats tangibles pour nos populations. À la suite du lancement du projet, les actions prioritaires ont été définies avec l'ensemble des acteurs concernés. Le projet sera mis en œuvre de 2026 à 2029. Ce dimanche, c'est la journée mondiale du donneur de sang. La transfusion sanguine est indispensable en cas de certaines maladies et d'urgence médicale. Au Togo, le Centre national de transfusion sanguine est le centre de référence pour la collecte et la distribution des poches de sang. Mais qui est servi en priorité? Élément de réponse dans ce dossier signé Viva Samana et Nada Ibrahim. Chaque jour, des centaines de poches de sang sont nécessaires pour sauver des vies dans les hôpitaux. Accidentés de la route, femmes confrontées à des complications lors de l'accouchement ou encore patients nécessitant une intervention chirurgicale. Chaque cas est jugé prioritaire au Centre national de transfusion sanguine avec quelques exceptions. Toute demande en produits sanguins, c'est une urgence. Au niveau de la distribution, après avoir fait l'enregistrement de tous les demandeurs de produits sanguins, on essaie de voir l'urgence telle que les femmes ensuite de couche, c'est-à-dire en hémorragie et postpartum,
Donc ces cas-là, on peut dire que c'est une urgence extrême par rapport aux interventions programmées. Un donneur de sang a des avantages. Au troisième don, on doit vous établir une carte de donneur de sang. Avec cette carte, si vous avez donné du sang jusqu'à au moins 7 fois, et puis vous êtes vous-même dans le besoin en tant que donneur, et on vous sert le sang rapidement et gratuitement. Mais si c'est votre papa, votre maman, votre femme et enfant, vous allez payer la moitié du prix. Pour satisfaire la demande, les campagnes de sensibilisation se multiplient et les appels aux dons sont régulièrement lancés. Pourtant, les stocks demeurent souvent insuffisants pour couvrir l'ensemble des besoins. Pénurie de sang, ça veut dire que la demande est plus élevée que l'offre. Nous exhortons la population de se présenter au Centre national de transfusion sanguine, mais il faut des conditions. Tu es en bonne santé apparente, c'est-à-dire tu n'as pas une maladie qui te dérange souvent, tu as au moins 50 kilos, tu as l'âge compris entre 18 et 60 ans, là déjà, tu peux te présenter pour un don de sang. Il y a d'autres conditions et c'est en consultation pré-don qu'il faut voir si toutes ces conditions sont remplies avant de pouvoir donner le sang. Face à des besoins toujours croissants, les acteurs de la transfusion sanguine misent sur une mobilisation continue afin de garantir des réserves suffisantes et sauver davantage de vies. Dans nos sociétés, la solitude touche aujourd'hui de nombreuses personnes âgées, surtout quand enfants et petits-enfants vivent loin du foyer. Pourtant, certains retrouvent le sourire grâce à la solidarité et au partage. À travers le club des années engagés, la Croix-Rouge togolaise offre aux seniors un cadre pour rester actifs, créer des liens et briser l'isolement. Découverte dans ce dossier signé Étienne Douavou avec la voix de Giovanna Afangoudi. Ils sont une dizaine à se retrouver sur ce terrain chaque samedi matin. Quelques pas de marche, des exercices physiques, des jeux de société, puis une partie de rire pour détendre l'atmosphère. À première vue, rien d'extraordinaire. Pourtant, derrière ces moments de convivialité se cachent parfois des histoires de solitude, de maladie et de résilience. Oh, la Croix-Rouge, joli signe du monde entier. Parmi ces visages, celui de Kaïsiti, 69 ans. J'avais eu un AVC en 2015. Donc j'étais alitée, j'étais avec mes enfants. Et après, ils sont partis à l'étranger. J'étais restée seule. Énervée, je n'avais pas la joie. Pas du tout la joie. Mais un jour, il y a un de mes frères qui était venu m'appeler, il y a un club qui est créé ici à la Croix-Rouge. Et je me suis intégrée. Quand je sors, je viens ici. Je fais mon sport, je marche tout doucement, je fais les gymnastiques. Quand je rentre à la maison, vraiment, c'était chouette. Aujourd'hui, elle participe aux activités avec enthousiasme. Mais il y a quelques années, sa vie était bien différente. Alors que ses enfants et petits-enfants vivaient à l'étranger, elle faisait face seule à ses problèmes de santé. Puis, il y a 3 ans, elle découvre le club des aînés engagés, Ntifafa. L'initiative est portée par la Croix-Rouge togolaise avec l'appui de la Croix-Rouge Sus. Le club offre aux personnes âgées un cadre d'écoute, de partage et de bien-être. L'objectif est de lutter contre l'isolement et de favoriser un vieillissement en bonne santé. Des gens qui ont dépassé 55-60 ans, il faut les mettre dans l'ambiance de la société économique, physiquement aussi. Puisque souvent, on les considère que c'est des gens retraités qui sont à la maison, et il faut les ignorer complètement. Non. Nous, notre équipe, ceux-là qui ont fait leur jeunesse et ils sont rentrés dans la vieillesse, ce n'est pas la fin de la vie. Tu peux être vieux, mais encore être solide. Créé en 2023, le club des aînés engagés compte aujourd'hui plus de 240 membres. Présent dans 20 sections locales du Grand Lomé, il ambitionne de s'étendre à d'autres localités du pays. Je dis à mes sœurs et mes frères, ne cherchez pas à rester seuls. Ne cherchez pas à vous énerver. Sortez. Un samedi, il y a plein de clubs dans le pays. Rentrez dedans. Ne disons pas que nous sommes malades, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. Non. Ntifafa est ouvert à toute personne âgée de 55 ans et plus. Ici, un rappel semble être privilégié. Il n'est jamais trop tard pour recréer des liens, retrouver confiance en soi et redonner de la couleur à sa vie.
Demain lundi s'ouvre à Lomé la première édition de la Convention et Exposition africaine du transport aérien. Et cette rencontre continentale réunira décideurs, fabricants, compagnies aériennes, techniciens et bien d'autres acteurs. Un rendez-vous crucial où l'avenir du transport aérien va se jouer. Nous écoutons le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile au micro de Gabriel Aïna. Faire décoller l'aviation africaine vers de nouveaux horizons. C'est l'ambition affichée de la première convention et exposition africaine du transport aérien, un rendez-vous continental majeur qui réunira les principaux acteurs du secteur. Parmi eux, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA, qui annonce une participation active aux différentes assises. L'institution contribuera aux travaux en plénière et promet également plusieurs innovations à découvrir dans l'espace exposition. À travers cette expérience remarquée, l'ASECNA entend partager son expertise et son expérience afin de contribuer au succès de cette rencontre consacrée à l'avenir du transport aérien sur le continent. Il y a des panels liés à la sécurité, des panels liés à la connectivité et surtout des panels liés à l'innovation en matière de transport aérien. Nous nous inscrivons dans les technologies les plus récentes pour favoriser la réussite au niveau des compagnies aériennes, la mise en adéquation avec les normes internationales. Et donc nous serons présents dans tous ces panels pour faire part des dernières innovations mises en œuvre et des projets prévus par la SECNA en ce sens. À ce stand, il sera donné l'occasion aux visiteurs de connaître les activités de la SECNA en Afrique et les activités de la SECNA au Togo. Les techniciens vont pouvoir donner des détails sur nos activités actuellement dans le pays et en Afrique. Cette rencontre s'annonce déterminante pour l'aviation civile africaine. Modernisation des infrastructures, renforcement de la sécurité, amélioration de la connectivité et accessibilité du transport aérien seront au cœur des échanges. Des enjeux dont les acteurs du secteur mesurent pleinement l'importance, à l'instar de la SECNA. Avancer dans la recherche de solutions d'une meilleure connectivité entre les États africains. C'est d'ailleurs en ce sens que le Togo a été choisi, parce que le président du Conseil est aujourd'hui le champion du MITA. Nous entendons un bond qualitatif au niveau de la connectivité et au niveau de l'innovation technologique pour les transporteurs aériens en Afrique. Les premiers participants ont commencé par arriver. C'est un événement continental qui se prépare dans la capitale togolaise. Les préparatifs s'intensifient donc pour la bonne tenue de la Convention et Exposition africaine du transport aérien. Les conclusions des travaux sont attendues avec intérêt, tant elles pourraient ouvrir la voie à une nouvelle dynamique pour le secteur aérien africain, avec l'ambition de le rendre plus performant, plus accessible et plus abordable pour les populations du continent. Et pour parler de cette première convention et exposition africaine du transport aérien prévue dès demain, lundi, dans notre capitale, nous avons sur ce plateau le directeur général de la société aéroportuaire de Lomé-Tokoin-Salt, M. Kankamalik Natchaba. Bonjour, monsieur le directeur général. Bonjour, madame. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Alors, la question que l'on se pose, bien évidemment, parlant de cet événement, c'est pourquoi le choix de Lomé pour accueillir cette première convention et exposition africaine du transport aérien. Merci pour l'invitation. Je salue vos téléspectateurs et je salue l'ensemble des participants qui sont déjà arrivés pour cette convention. Alors, le choix de Lomé s'explique en réalité par le leadership du président du Conseil, son Excellence M. Faure Essozimna Singbe, qui est champion du MUTA, le marché unique du transport aérien africain, qui a vocation à ouvrir le ciel africain, qui est champion donc du MUTA depuis 2018. Et depuis qu'il a cette responsabilité, on a vu une évolution positive dans le domaine aérien africain, avec la croissance du nombre de pays africains adhérents à cette initiative, mais aussi de manière concrète sur le terrain ici au Togo, une avancée et une croissance considérable du transport aérien suite notamment à la dure crise que nous avons connue dans le secteur avec la pandémie à la Covid. Depuis 2019, les croissances du transport aérien au Togo se sont décuplées, avec notamment l'ajout d'un nombre d'avions considérable par la compagnie Askai. Aujourd'hui, Askai dispose de 15 avions,
alors qu'il y en avait moitié moins il y a 5 ans. Aujourd'hui, Askai dessert 30 destinations à partir de Lomé, et tout cela grâce aux initiatives du gouvernement et aussi aux initiatives de la société Askai que nous félicitons ici. Donc le choix de Lomé est un choix qui se justifie d'une part par le leadership et d'autre part par les réalisations concrètes que nous constatons sur le terrain de la plateforme aéroportuaire de Lomé-Toko. Alors concrètement, quelle sera la contribution de la SALT à ces assises continentales? Alors, comme cela a été dit, la réunion va avoir pour participants d'abord les leaders politiques, les responsables de l'engagement politique de nos États dans l'ouverture du ciel africain, les régulateurs, les agences nationales d'aviation civile notamment, mais aussi les acteurs de l'industrie, du commerce aérien comme nous ou comme les compagnies aériennes comme Askai. Donc nous, notre rôle dans ce dispositif, dans cet écosystème, comme nous avons d'habitude de l'appeler, c'est d'abord de montrer ce que nous faisons en termes de facilité, ce que nous proposons en termes de plateforme pour que le secteur aérien africain puisse décoller, pour utiliser cette expression. Vous savez, il y a deux manières de voir le secteur aérien. On peut dire qu'on n'a pas une part très importante dans le commerce aérien au monde, c'est-à-dire une part de 3%, mais on peut considérer cela comme un potentiel énorme. Donc nous voyons cela comme un potentiel énorme. Et donc une société comme la SALT met en place les plateformes, met en place les infrastructures, avec notamment l'appui du gouvernement. Par exemple, nous sommes aujourd'hui en train de réaliser une extension de l'aérogare pour pouvoir permettre aux passagers de se sentir de plus en plus à l'aise dans l'aérogare. Et nous envisageons construire un deuxième terminal pour toujours embrasser le nombre de passagers qui ne fait que croître et qui croît beaucoup plus vite. Vous savez, sur la plateforme aéroportuaire, il était attendu 2 millions de passagers à l'horizon 2030. Nous sommes déjà à 1,5 million. Donc, on est en 2026. Donc, certainement que ce chiffre sera atteint beaucoup plus tôt que prévu. Donc, il faut mettre en place les facilités. Et donc, nous aurons l'opportunité, lors de cette réunion, de présenter tout ce qui est fait dans ce domaine-là. Voilà, c'est à peu près les changements auxquels on doit s'attendre dans le ciel africain, une fois cette rencontre terminée. Dans le cadre de cette rencontre, les participants de haut niveau devront prendre des engagements. Nous, dans l'industrie, ce que nous espérons, c'est que les freins au développement du secteur aérien soient d'abord identifiés de manière transparente, de manière lucide. Vous savez, il y a la question des tarifs, il y a la question de la connectivité, il y a la question de la facilitation administrative. On a vu le Togo qui a levé les exemptions, les visas la dernière fois. C'est une facilitation pour permettre plus de voyages des Africains entre eux. Et donc, tous ces leviers et tous ces freins qui seront identifiés doivent être transformés en nous faisons confiance en cela au leadership du président du Conseil, son Excellence M. Faure Eswazimana Nyasimbe, pour engager les acteurs à prendre des actions dans le cadre de la conférence de Lomé pour permettre justement que les déclarations et les actions qui seront prises ici nous permettent de voir un secteur aérien qui va croître encore plus que ce que nous espérons. Alors, des messages à l'endroit de ceux qui nous ont suivis? Nous avons un sentiment de fierté. Un sentiment de fierté parce que quand nous voyons ce que le Togo réalise grâce à la vision du gouvernement sur le secteur aérien, nous sommes fiers. Nous sommes fiers parce qu'aujourd'hui, grâce à la plateforme aéroportuaire à Lomé, grâce au hub qui est mis en place, on peut rallier toute l'Afrique. On peut rallier 30 pays d'Afrique. Il y a 5 ans, des capitales où il fallait faire 4 jours de voyage pour le faire. Aujourd'hui, en 24 heures, on le fait parce qu'il y a la plateforme aéroportuaire de Lomé. Donc, nous sommes extrêmement fiers et donc nous voudrons inviter l'ensemble des compatriotes à faire preuve de fierté et à accompagner ce genre d'initiative. Parce que notre capitale, en tant que hub, peut se positionner comme capitale d'accueil des grandes conférences. Nous avons eu Biachara, nous en aurons d'autres, et celle-ci est encore le marqueur que le leadership positif du président du Conseil peut amener ce type d'initiative et nous devons tous en être très fiers. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général, pour ces éclairages. Merci pour votre invitation. Direction Bulawayo au Zimbabwe, les chefs cuisine locale, satsa, sorgho, tête de bœuf, poulet du pays et ces snacks traditionnels cartonnent. Les clients veulent du sain, du vrai, du fait maison. Reportage.
Dans les restaurants et les petits snacks de Bulawayo, au Zimbabwe, les cuisiniers préparent de la sadza, du sorgho, de la tête de bœuf et du poulet élevés localement. Ces établissements qui proposent une cuisine traditionnelle attirent de plus en plus de clients à la recherche de repas locaux plus sains. J'ai grandi en cuisinant pour mes frères et ils me demandaient de ne pas utiliser d'huile, mais simplement de faire bouillir les aliments. C'est ainsi que ce style de cuisine a vu le jour. Même lorsque j'ai ouvert cette cantine, j'ai toujours respecté la tradition. Ici, nous ne cuisinons que des plats traditionnels, rien d'autre. De plus, nos poulets proviennent du village, notre viande est uniquement bouillie et la tête de bœuf, les tripes et les gombos sont tous préparés de manière traditionnelle. Deuxième ville du Zimbabwe, Bulawayo connaît une augmentation du nombre de restaurants traditionnels. La demande ne cesse d'augmenter, poussée par un changement dans les habitudes alimentaires des consommateurs. Il y a 5 ans, on aurait pu citer moins de 10 restaurants traditionnels. Puis au fil des ans, je pense que dans la ville, nous en avons environ 30, qui sont des restaurants très animés. Nous avons mené des recherches pour les recenser et ils ont en fait beaucoup contribué au développement du secteur. Pinpointing them, all right? And they've actually done a lot in terms of developing the industry. You look at Nkuku Makaya. Prenez le Nkuku Makaya, le poulet local, il y a même une pénurie. Les restaurants n'arrivent pas à s'en procurer. Les nutritionnistes ont constaté qu'au Zimbabwe, l'abandon des céréales traditionnelles et des légumineuses a conduit à des carences persistantes en micronutriments essentiels tels que le fer, le zinc et la vitamine A. Nous constatons qu'il existe bel et bien un marché pour la cuisine traditionnelle. Les médecins, les personnes âgées, les jeunes qui ont été élevés dans le respect de ces valeurs et même les croyants ont pris conscience de l'importance de ces plats traditionnels, de l'importance de prendre soin d'eux-mêmes et d'être attentifs à leur bien-être. Nous vivons dans une société où l'obésité est faible, mais où il existe différentes maladies. Ainsi, certaines personnes comprennent désormais qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Pourquoi ne pas se concentrer sur une alimentation saine? Une cuisine traditionnelle redevenue tendance qu'ils espèrent faire voyager au-delà des frontières. Le virus est aux portes. Ebola sévit en République démocratique du Congo et en Ouganda. Le Kenya reste épargné pour l'instant. Résultat, mesures renforcées. Hôpitaux en alerte. Nairobi joue la carte de la prévention. Reportage Africa News. Le Kenya affirme renforcer ses mesures de préparation face à Ebola, bien qu'aucun cas n'ait encore été recensé dans le pays, alors que l'épidémie continue de se propager en République démocratique du Congo et en Ouganda, pays voisins. Nous avons sensibilisé le personnel de l'hôpital national Kenyatta à la manière de reconnaître un patient atteint d'Ebola et de réagir face à ce patient de manière à assurer leur propre sécurité, ainsi que celle des autres patients venus se faire soigner. Les responsables de l'hôpital Kenyatta indiquent que des unités d'isolement sont prêtes à intervenir avec un personnel dédié et des procédures en place pour prévenir toute transmission éventuelle au sein des établissements de santé. Kenyatta est le seul établissement à disposer d'une unité d'isolement pour les maladies infectieuses à part entière et indépendante. Je sais que d'autres établissements publics, en fonction des besoins, peuvent aménager des espaces au sein de leurs locaux pour isoler ces patients, et c'est ce qui se passe actuellement. L'hôpital Kenyatta confirme disposer d'une capacité limitée à 8 chambres d'isolement pour les patients potentiellement atteints d'Ebola, dans le cadre de son plan de préparation aux situations d'urgence. Le Kenya se prépare déjà à mettre en quarantaine les Américains arrivant de la République démocratique du Congo dans l'une de ses bases aériennes, une mesure qui a donné lieu à de violentes manifestations au cours desquelles une personne a été tuée. Bonjour Victoire Kaliwa. Bonjour Gisèle. Alors, pour vous sur le net de ce dimanche 14 juin 2026, nous partons tout de suite pour les États-Unis où le Midwest a été frappé par une tornade dévastatrice. Tout à fait Gisèle, une tornade particulièrement violente a frappé le Midwest des États-Unis le 11 juin dernier, provoquant d'importants dégâts matériels et des coupures de courant pour des centaines de milliers de foyers. Je rappelle qu'elle n'a pas envahi tout le pays, mais elle a quand même touché plusieurs États avec quelques morts et des blessés. Regardez. Même les chasseurs de tornades n'en reviennent pas.
C'est pas possible. Cette énorme tornade se dirige vers une petite ville du centre des États-Unis. Elle est au niveau du supermarché, vers le bowling. Les sirènes d'alerte retentissent. Oh là là, rentre à l'intérieur. Elles touchent les habitations. Arrivé très vite sur les lieux, un journaliste aperçoit un homme. Mon Dieu, ça va? Je crois que j'ai la jambe cassée. Il est bloqué sous les décombres de sa maison. Des policiers viennent à la rescousse et parviennent à le dégager. Les États-Unis, touchés cette semaine par une série de tempêtes et de tornades. La plus violente depuis le début de l'année. Même la ville de Chicago a connu des vents très violents. Dans le Minnesota, ce train propulsé hors des rails. Ailleurs, des maisons soufflées, des arbres arrachés par dizaines. Dans leur chute, ils ont tué 3 personnes, dont un sans-abri. Ils vivaient dans cette tente. Les tempêtes menacent désormais l'est des États-Unis. Nous leur souhaitons beaucoup de courage et vivement que tout rentre dans l'ordre. Et en France, un homme se fait poser des poils de barbe sur la tête pour couvrir sa calvitie, mais tout tourne au cauchemar. Exactement, Gisèle. Complexé par sa calvitie, un homme s'est fait prélever des poils de barbe pour les poser sur son crâne, mais le résultat est tout autre. Satisfait ou non? Voici la vidéo. Il pensait avoir trouvé le meilleur prix pour sa greffe capillaire, mais il la paye aujourd'hui très cher. Opéré en Turquie, Lucas a fait les frais d'une technique improbable qui consiste à prélever des poils de barbe. Ils se sont servis au niveau de la barbe, ici, tout là. Puis à les réimplanter au sommet du crâne. Ça, c'est les poils de barbe, vous voyez. Là, ils sont assez verticaux, droits, assez épais et plus foncés. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'on voit complètement ma peau. C'est une opération bas de gamme, une opération d'incompétent. Le calvaire de Lucas démarre en 2023. Ce jardinier au SMIC est alors très complexé par sa calvitie. On voit quand même qu'il y avait une belle perte de cheveux. En quête du meilleur rapport qualité-prix, il tombe sur la clinique de ce médecin turc qui affiche des résultats très alléchants et des trophées un peu bidons pour amadouer les clients. Ça a l'air parfait, ça donne envie. C'est ça aussi qui m'a poussé à aller vers eux, c'est que j'ai vu qu'ils avaient des labels et des titres. La clinique oscarisée propose un devis. 4 800 € pour 4 900 greffons. En ajoutant le vol à 240 €, cela fait une moyenne d'1 € par greffon. Aveuglé par ce tarif, moitié moins cher qu'en France, et par l'hôtel 5 étoiles, inclus dans la formule. Avec de la moquette au sol, des beaux rideaux, tout va bien, quoi, voilà. Lucas ne se méfie pas quand la clinique propose de lui poser des poils de barbe sur la tête. Ils ont commencé par prélever des cheveux sur le côté de ma tête et des poils de barbe qu'ils ont ensuite implantés sur le plus haut sommet de mon crâne, ici, tout là. La technique vous a pas laissé un peu interrogatif, quoi? Très peu. Je faisais confiance à la médecine. Un peu hilarant, Victoire, comme quoi le moins cher coûte cher. Maintenant, un autre sujet, mais triste cette fois. 2 adolescents qui meurent en essayant d'impressionner la toile à travers un jeu dangereux. De quel jeu s'agit-il? Eh bien, Gisèle, pour vous répondre, c'est le train surfing, un jeu très dangereux qui consiste à monter illégalement sur le toit d'un train en marche ou entre ses wagons en mouvement et se faire filmer pour impressionner la toile en ayant plus de likes. Et depuis un moment, c'est la tendance. 4 adolescents âgés de 13, 16, 17 et 18 ans sont montés sur le toit d'un métro pour pratiquer ce que l'on appelle le train surfing, une activité illégale souvent réalisée pour l'adrénaline ou pour faire le buzz sur les réseaux sociaux. Mais cette fois-ci, tout ne s'est pas passé comme prévu. Alors que les 2 adolescents de 17 et 18 ans se faisaient filmer par leurs 2 amis, le drame s'est produit sous leurs yeux. En arrivant à la station suivante, ils se sont relevés pour changer de position et se déplacer vers l'arrière du métro. Ils étaient malheureusement debout au mauvais moment et ont violemment heurté une passerelle piétonne. Tous les 2 ont été grièvement blessés sur place mais étaient encore en vie à l'arrivée des secours.
jours. Ils ont rapidement été transportés à l'hôpital. L'adolescent de 17 ans a été placé en coma artificiel puis déclaré en mort cérébrale 3 jours plus tard. Ses parents ont alors pris la décision de le débrancher. L'adolescent de 18 ans, quant à lui, a subi un traumatisme crânien sévère et est décédé des suites de ses blessures 7 jours après l'accident. C'est vraiment triste. Et c'est justement l'occasion pour moi de profiter de l'occasion pour conseiller nos jeunes frères dont les vacances seront bientôt officielles. Et ce n'est pas tout qu'on voit sur les réseaux sociaux qu'il faut copier, car le monde des réseaux sociaux est carrément perpendiculaire à celui dans lequel nous vivons. Alors, merci beaucoup Victoire Kelva pour ce conseil et pour ces informations. Merci. On se dit donc à dimanche prochain. Avec le même plaisir. Harmonisation des règles économiques, modernisation des administrations, fluidité des échanges commerciaux. Depuis quelques années, le Togo accélère la mise en œuvre des réformes communautaires de l'UEMOA, des réformes qui touchent les finances publiques, le commerce, les infrastructures et l'accompagnement des entreprises. Quelques réformes à découvrir dans ce dossier de Eli Agba Nyandao. Au Togo, les initiatives se multiplient dans plusieurs secteurs pour harmoniser les politiques avec les tests communautaires. Dans l'administration fiscale, par exemple, les réformes ont été opérées pour faciliter les procédures aux contribuables. Au rang de ces réformes, la digitalisation de plusieurs services dont GES-ESO, de l'Office togolais des recettes OTR. Cet outil digital est conçu spécialement pour faciliter et fluidifier les opérations douanières. Ces réformes ont modernisé nos États, renforcé nos économies et rapproché nos peuples. On peut citer 3 réformes majeures. La budgétisation par programme qui a profondément reconfiguré l'architecture de nos finances publiques. Cette réforme donc a connu un réel succès dans nos États. L'harmonisation des procédures douanières qui a facilité les échanges commerciaux interrégionaux et amélioré la compétitivité de nos économies. Il s'agit somme toute d'avancées notables qui ont transformé en profondeur la qualité de l'action publique dans nos États. Ils sont le fruit des décennies d'efforts collectifs et d'arbitrage politique, parfois difficiles. C'est pourquoi nous devons les défendre, les consolider et les amplifier. Depuis sa création, l'UEMOA a été bien plus qu'une institution. Elle a été un moteur de transformation structurelle pour l'ensemble de ses membres. Ces réformes visent une ambition, rendre l'économie plus compétitive et plus transparente. Le pays a alors engagé plusieurs transformations. La modernisation des infrastructures routières, la facilitation du commerce régional, l'accompagnement des entreprises, le soutien aux filières agricoles et l'amélioration du climat des affaires. Ceci pour répondre aux réformes communautaires de l'UEMOA. La transposition des directives de l'UEMOA n'est pas une option, mais une obligation qui engage la crédibilité des États membres et même de l'Union. Les réformes dans lesquelles nous nous engageons ne prennent de sens que si elles débouchent sur un mieux vivre pour nos populations. C'est donc dans cet esprit que nous poursuivrons nos efforts communautaires. Dans un contexte mondial marqué par la raréfaction des ressources financières, la pression sur les finances publiques de nos États et la nécessité d'une intégration toujours plus cohérente et plus poussée, l'intégration régionale est une nécessité stratégique pour nos États et une condition essentielle de notre prospérité collective. Le Togo entend donc poursuivre les efforts afin de consolider l'intégration régionale, créer davantage d'opportunités et renforcer les retombées économiques pour les citoyens. Et dans cette rubrique, aujourd'hui, savoir plus santé égale victoire. Finale de Génie Moutep saison 2 ce week-end. Adéticopé contre Agouenivé et c'est le lycée d'Agouenivé qui décroche le trophée, plus précis sur les questions santé. Une compétition qui forme autant qu'elle divertit. Nicolas Tilla nous en dit plus. Quel est le nom de ce syndrome qui désigne l'ensemble? La grande finale de la saison 2 du jeu concours Génie Imhotep a opposé le lycée d'Agouenivé Centre au lycée d'Adéticopé.
À l'issue des 2 premières rubriques, le lycée d'Adétikopé menait le débat avec 30 points contre 10 pour son adversaire. Mais la 3e rubrique va complètement rebattre les cartes. Dans un retournement spectaculaire, le lycée d'Aguanivé Centre parvient à inverser la tendance et conserve son avance jusqu'au terme de la compétition. Épilepsie. Une partie du corps humain. Estomac. Un instrument médical. Écarteur. Grâce à cette remarquable remontée, l'établissement s'impose finalement avec un score de 460 et décroche le trophée de cette 2e saison. C'est un match qui nous tenait vraiment à cœur. On était confiants. On a donné le meilleur de nous-mêmes. Nous sommes très heureux. Cette compétition, pour nous, c'est un excellent moyen de montrer qu'au-delà du scolaire, les jeunes ont également un talent. C'est vrai que le score n'a pas été en notre faveur, mais un échec n'est qu'un échec que si on le considère comme tel. En vérité, ce n'est qu'un moyen d'aller plus vers la victoire. Donc c'est vrai qu'en théorie, nous n'avons pas gagné, mais nous nous considérons comme de vrais gagnants, car nous tenons dur et nous allons continuer l'aventure avec la phase régionale. Pour les initiateurs, cette édition est une véritable réussite. Nous avons choisi d'apporter notre accompagnement à cette activité de EMS Afrique. Tous les jours, nous essayons de nous adapter à ce qui sera fait par les jeunes, pour les jeunes. Et particulièrement pour ce qui est de la santé sexuelle et reproductive, nous voulons nous assurer que vous soyez au centre du développement au Togo. C'est des moments palpitants, émouvants et pour moi, c'est la seule manière de donner la force à la jeunesse togolaise, de rêver, de vivre leur temps et d'espérer un lendemain meilleur. Que cette aventure des clubs santé soit vraiment une réussite afin que nous puissions demain avoir une jeunesse responsable, épanouie, en bonne santé pour un Togo meilleur. Le promoteur a également profité de l'occasion pour remercier les différents ministères qui ont favorablement accueilli et accompagné le projet. Les 2 équipes représenteront prochainement leur région dans la phase nationale où elles affronteront les lauréats des autres régions du Togo. Ce n'est plus un secret, les changements climatiques sont causés par l'activité humaine et l'être humain lui-même fait de plus en plus face aux conséquences de ces changements comme les autres pays du monde. Le Togo mène sans cesse des actions pour en réduire les effets sur le quotidien des populations. Ces actions dont ceux de signer Mélélingassi et Nada Ibrahim. Face aux conséquences des changements climatiques, les effondrements de la biodiversité, les inondations, l'érosion côtière, la sécheresse, l'expansion de maladies, la hausse du niveau des océans et des mers, il faut agir. Agir pour amoindrir ces impacts dans le quotidien des populations. Et le Togo fait sa part. Depuis la révolution industrielle, le développement économique et industriel a entraîné les émissions des gaz qu'on appelle les gaz à effet de serre, notamment le CO2 dans l'atmosphère. Ce qui perturbe fortement l'équilibre du système qui gouverne tout le climat. Ce qui fait que la plupart des météores n'arrivent plus à suivre leur cursus normal. Donc, d'un, nous avons les températures qui sont à la hausse. De deux, nous avons les précipitations qui sont mal réparties. Donc, lorsqu'elles veulent arriver, les pluies arrivent de façon abondante, entraînant bien sûr ce que nous connaissons les inondations. Et quant à la sécheresse, l'activité agricole en pâtit sérieusement. Donc, au Togo, l'élément essentiel qui s'ajoute, c'est l'élévation du niveau de la mer. Donc, du trait de côte qui avance, ce qui fait que on est sujet à ce qu'on a appelé aujourd'hui l'érosion côtière. Au niveau de la zone côtière, le Togo a entrepris les efforts en matière d'installation des épis pour réduire bien sûr les effets d'érosion auxquels nous faisons face. Et aussi au niveau de chaque secteur, que ce soit le secteur de l'agriculture, le secteur des ressources en eau, le secteur de l'énergie, tous les sectoriels mettent en œuvre des actions pour permettre aux populations non seulement d'émettre moins au niveau du secteur forestier. Donc le Togo a entrepris ce qu'on appelle l'ambition décennale, qui est le fait d'avoir 1 milliard d'arbres à l'horizon 2030. Et cette ambition doit nous permettre d'avoir un puits de carbone.
Et ce puits va permettre de séquestrer le carbone et de réduire nos émissions. Toutes ces ambitions sont bien sûr contrôlées par plusieurs textes et également par plusieurs décrets. La lutte contre les changements climatiques passe par des actions individuelles, mais surtout par une collaboration concertée des États, en harmonisant leurs politiques nationales, partageant des technologies propres et en mobilisant les ressources financières de coopération internationale. L'université de Lomé a vibré au rythme du Japon. Projection de films organisée par l'ambassade pour les Japan Days. Objectif, transmettre des valeurs et consolider l'amitié entre Lomé et Tokyo. Jules Salaka, Nicolas Tilla pour le compte rendu. Projection de films japonais, démonstration de la fabrication du mochi et découverte des traditions nippones. Les Japan Days offrent au public togolais une immersion au cœur de la culture japonaise. Une initiative de l'ambassade du Japon au Togo destinée à promouvoir les échanges culturels et à consolider les liens de coopération entre les deux pays. C'était en japonais, on a lu le sous-titre en français. Là, c'est intéressant, ça permet en fait un brassage culturel. On apprend d'eux. Je pense que quand eux aussi sont venus chez nous, ils ont appris de nous, on a aussi appris d'eux. Donc l'initiative est assez intéressante. On n'a pas assez d'occasion de présenter notre culture ici. C'est pourquoi on a réalisé cette première édition du cinéma japonais. Oui, on voudrait, faire connaître la culture japonaise ici à Lomé, mais peut-être notre culture n'est pas assez connue à Lomé. Donc les étudiants d'université, c'est une génération de futur. Ils sont, des personnalités qui peut-être, le moteur de développement togolais. Donc on voudrait, faire connaître d'abord le Japon et puis on voudrait, avancer encore, approfondir encore de nos relations entre deux pays. Respecter les traditions et les autres personnes âgées, ça c'est ce que peut-être le film voudrait dire. Véritable symbole de la gastronomie japonaise, le mochi est au cœur de nombreuses célébrations. Les Japan Days se poursuivent avec la coupe de l'ambassadeur de judo et une exposition d'estampes japonaises, les célèbres ukiyo-e. Nous allons à présent célébrer la fête traditionnelle Ndobiti avec les filles et fils de Kasselim à Tchamba. Entre retrouvailles et projets, l'objectif reste le même, unir les forces pour développer la cité. L'événement, c'est avec Désiré Alloy. La fête traditionnelle Ndopiti édition 2026, célébrée avec ferveur à Tchamba. Filles et fils Kasselem des cantons d'Alibi, de Tchamba et de Larini se sont rassemblés des retrouvailles pour renforcer davantage leurs liens fraternels et culturels, facteurs du développement. Ndebiti est sensible pour tout natif de Tchamba parce que c'était une expression qui permettait de mobiliser en un temps record toute la population face à des risques ou à des dangers pour parer, pour protéger toute la ville. Ça réveille les sens du civisme, du patriotisme et du respect de la hiérarchie. Pour le développement intégral de Tchamba. Et toutes ces valeurs sont prônées par les plus hautes autorités de notre pays et notamment le président du conseil, son excellence, M. François Nanya Simbe. Ça nous permet de renforcer nos liens culturels, ça nous renforce également de savoir vivre ensemble, de permettre au développement de notre culture. C'est vraiment un chemin que nos aînés nous tracent et on doit suivre aussi pour que notre culture ne tombe pas à l'eau.
Placée sous le thème culture et tradition moteur de cohésion sociale pour un lendemain meilleur, la rencontre a aussi pour objectif de faire le bilan des projets mis en œuvre et se donner de nouvelles orientations en lien avec le plan de développement global de la préfecture. Occasion pour inviter les natifs de Tchamba à apporter chacun sa pierre à la construction du milieu. Cette commémoration nous permet de faire le bilan de tous les projets sociaux, éducatifs, sanitaires qui sont entrepris dans notre localité. Faire venir tous les natifs de partout, ils viendront constater de visu ce qui se fait. En ce moment, ils vont apporter leur pierre à l'édification de Tchamba. C'est pour ça que le thème finit par « Pour un Tchamba meilleur, il faut qu'on soit ensemble ». Pour renforcer davantage le civisme et la cohésion dans la préfecture, un comité d'éveil a été mis en place et présenté au public. Les cadres de Tchamba, avec à leur tête le gouverneur Afo Acha Dédié, ont exhorté les populations à l'union et à la fraternité. Ils ont demandé aux jeunes de se consacrer aux études et à faire preuve d'une grande prudence dans l'utilisation des réseaux sociaux. Ils les ont sensibilisés sur les valeurs de paix et de vivre ensemble. Pour marquer davantage la célébration, les cadres ont offert un lot de ballons et de maillots à l'équipe préfectorale de football Koroki Metete. Déjà la veille, filles et fils Kasselem se sont rassemblés à la grande mosquée de la ville de Tchamba pour magnifier le Créateur, Allah, le tout miséricordieux, dans une démarche de reconnaissance et d'espoir. Ceci met un point final à cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Très bon dimanche chez vous. Au revoir.